Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Ici votre animatrice Manal Drissi. Bienvenue à cette deuxième journée du Forum Voir Grand, organisé par le Réseau québécois de l'Action communautaire autonome. Je tiens à commencer en vous remerciant pour votre participation hier dans le clavardage, les questions que vous avez posées pendant l'entretien avec nos généreuses intervenantes. C'était vraiment un plaisir de vous lire et je m'attends à ce que la participation soit tout aussi enjouée aujourd'hui. J'espère aussi que vous avez passé un bel après-midi d'atelier hier et que vous êtes en forme pour notre programmation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais recevoir à distance, COVID oblige, Lorraine Gay et Cédric Gray-Lehoux pour un grand entretien sur le thème de l'engagement. Mais avant, je vais prendre le temps de faire quelques rappels. Donc, on vous invite, comme hier, à passer par le réseautage sur le site Web pour vous inscrire pour les activités et les ateliers, particulièrement pour l'activité de réseautage qui a lieu en fin de journée aujourd'hui. Et il y a le préambule de la déclaration de l'ACA qui se trouve sur le site Web dans la section programmation. C'est un document qui va aussi vous être envoyé par courriel aujourd'hui et on vous invite à le lire avant l'activité de demain, l'atelier d'échange de mercredi matin. Durant les conférences, donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez échanger, le clavardage est modéré, vous pouvez poser vos questions et c'est très intéressant parce que vous allez amener des points de vue nouveaux, des angles nouveaux par rapport à la discussion qui va avoir lieu avec les panélistes d'aujourd'hui. Et en tout temps, si vous éprouvez des problèmes, dans votre menu à gauche, il y a un petit i, vous cliquez dessus, s'il y a un problème, vous le signalez et on va essayer de vous aider avec ça. Donc, sans plus attendre, je vais accueillir mes deux invités aujourd'hui. D'abord, Lorraine Gay, qui est une militante du mouvement communautaire au parcours tout à fait exceptionnel et qui est aussi co-autrice avec Pascal Dufour du livre « Qui sommes-nous pour être découragés ?» Et je reçois aussi Cédric Gray-Lehoux, membre de la communauté Mi'kmaq de l'Istugudj et porte-parole du réseau jeunesse des Premières c'est ici! Oui, on va y arriver. Et porte-parole du réseau jeunesse des Premières Nations Québec-Labrador. Donc, bonjour à vous deux et merci d'être là. Est-ce que vous m'entendez, Lorraine, Cédric? Bonjour, bonjour. Merci d'être là aujourd'hui dans ces circonstances. Ça fait vraiment plaisir de vous recevoir. Je regardais la mauvaise caméra en plus. Donc, me voici, je vous vois et je suis contente de vous voir. J'aimerais commencer par vous inviter à partager en quelques minutes votre parcours dans le milieu communautaire. Je vais commencer par Cédric. Cédric, je te donne la parole. Bonjour, merci Manal. Bon matin tout le monde, Nid de Louisie, Cédric Gray-Lehoux, Nid de Mi'kmaq de l'Istugudj Léoé. Fait que, bon matin tout le monde, mon nom est Cédric Gray-Lehoux, Mi'kmaq de la communauté de l'Istugudj, dans le territoire de la Gaspésie, ce qu'on appelle aujourd'hui la Gaspésie, et porte-parole du réseau jeunesse des Premières Nations Québec-Labrador. Aujourd'hui, je suis ici en tant que représentant d'un organisme qui représente la jeunesse à la table des chefs à l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Mais aussi, j'ai quelques autres chapeaux que j'aimerais vous mentionner. Professionnellement, je suis conseiller en initiative de la justice à la Commission de la santé et des services sociaux Premières Nations Québec-Labrador, un organisme, dans le fond, qui œuvre auprès des communautés Premières Nations et qui les accompagne dans le développement, l'amélioration, la mise en œuvre de différents programmes associés à notre mandat qui est santé et services sociaux. Là, je travaille en tant que conseiller en justice où que j'accompagne les communautés dans le développement de programmes de justice qui sont propres aux Premières Nations. On parle beaucoup de justice réparatrice, justice communautaire et beaucoup axé sur la prévention aussi. Avant de se rendre à une surjudiciarisation comme le système qui existe aujourd'hui nous mène, comment qu'on peut changer ça et enlever tout ça avant de même s'y rendre. Comme j'ai dit, je suis un des 4 porte-parole aussi du réseau jeunesse des Premières Nations Québec-Labrador, un organisme qui représente la jeunesse de 15 à 35 ans auprès de l'Assemblée des chefs, mais aussi qui a un mandat plus large de porter la voix dans les différentes instances gouvernementales et des différents organismes, un peu comme aujourd'hui. Donc, je parle en mon nom de Cédric, mais toujours avec un axe anglais sur la jeunesse Première Nation. C'est vraiment là-dedans que j'œuvre depuis 3 ans. Et finalement aussi, je suis co-président du Conseil national des jeunes de l'Assemblée des Premières Nations. Donc, mon rôle ici dans la région du Québec-Labrador m'a porté à être élu comme co-président national d'une entité qui fait semblement la même chose, mais sur un niveau un petit peu plus haut, avec l'envergure nationale. Donc, c'est un peu Cédric en quelques mots. Et j'aimerais encore vous remercier de m'avoir invité aujourd'hui et bien hâte de l'échange qu'on peut avoir avec Lorraine.
Merci beaucoup, Cédric. C'est très intéressant. Puis on va revenir sur plusieurs aspects de ce parcours-là un petit peu plus tard. Lorraine, je vous passe la parole pour nous parler un petit peu de votre parcours. Oui, bonjour. En premier lieu, je veux signifier à quel point je suis heureuse de participer à ce forum-là et en particulier d'avoir la chance de converser avec un jeune autochtone. C'est fantastique, à mon avis, de partager le théâtre avec lui là aujourd'hui. Alors moi, écoutez, moi je suis née dans les années 40, hein. Alors, c'est pas l'Antiquité tout à fait, mais c'est proche si on considère, si on se considère du point de vue des jeunes. Mais bon, je vais juste identifier quelques événements qui ont marqué mon parcours à moi. D'abord, moi, évidemment, dans ces années-là, je viens d'un milieu très catho, très conservateur politiquement, d'une famille aimante, mais dont ma mère en particulier, une femme intelligente, mais qui n'avait pas eu la chance d'aller à l'école plus loin que sa troisième année, mais qui était très charitable. Donc, elle m'a inculqué cette façon-là de voir les choses, mais sans du tout avoir une perspective politique, évidemment, sur les causes structurelles de la pauvreté. On était dans dans les conséquences de cette pauvreté-là. Alors, moi, j'ai commencé par mes premiers engagements dans la jeunesse étudiante catholique qui, justement, prenait cette perspective-là à rebours, c'est-à-dire il fallait s'occuper des causes structurelles de la pauvreté dans une forme de catholicisme social, si on veut, mais qui nous sortait effectivement de la seule charité. Ensuite, j'ai passé 15 ans à la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, qui visait justement à modifier complètement non seulement l'architecture, mais la vision de ce que c'est que d'être en santé. Alors, on disait, par exemple, à Pointe-Saint-Charles, qui est un quartier soi-disant défavorisé, mais qui avait une force de mobilisation extraordinaire, que la santé de notre quartier était trop importante pour la laisser dans les seules mains des médecins et des technocrates. Donc, ça voulait dire la mettre entre les mains des citoyens et des citoyennes, qui sont pas seulement des êtres de besoin qu'on gave, des êtres qu'on assiste continuellement, mais qui sont des êtres de participation et d'action aussi. Donc, 15 ans dans ce milieu-là. Ensuite, j'ai travaillé une autre dizaine d'années, particulièrement en santé mentale, avec le regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec, où là, on essayait aussi structurellement de changer l'approche d'asile, de médication à outrance, d'électrochoc, de traitements plus toxiques que les problèmes de santé mentale eux-mêmes. Alors, on cherchait comment accueillir la souffrance émotionnelle ailleurs et autrement que dans ces lieux-là. Ensuite de ça, j'ai participé énormément, depuis très longtemps d'ailleurs, j'y suis toujours membre de la Fédération des femmes du Québec, aux marches du pain et des roses et à la marche mondiale des femmes en l'an 2000 et ensuite à chaque 5 ans. Ensuite de ça, maintenant, moi, je suis à ma retraite, vous l'avez deviné probablement, mais pas à la retraite de la vie militante, ça c'est une autre chose, on en parlera tout à l'heure. Alors, je continue de travailler parce que pour moi, dans un domaine qui est comment conserver le trésor perdu du public versus le privé et le commercial. Alors, pour moi, la santé, l'éducation, une grande partie de la culture sont des biens publics qui doivent être préservés et on est en train de les abandonner au marché. Donc, je travaille avec la coalition Solidarité Santé, entre autres, sur ces questions-là. Je travaille aussi avec la table de concertation pour les personnes réfugiées et immigrantes, en particulier avec l'accueil des réfugiés. Nous avons accueilli une famille de réfugiés syriens en 2017
et sans oublier le travail politique concernant cet enjeu-là. Et finalement, moi, je suis une indépendantiste depuis très, très longtemps, donc je travaille avec un mouvement citoyen non partisan, c'est très important, non partisan, qui promeut l'indépendance du Québec, où j'ai travaillé sur la question des femmes et de l'indépendance du Québec et autochtones et indépendance du Québec. Alors, on aura l'occasion d'en reparler. Alors voilà brièvement mes 78 ans de travail. Merci à tous les deux pour ce partage sur votre parcours. Lorraine, vous êtes bien la preuve qu'on ne prend jamais sa retraite du monde communautaire. Hein. C'est vraiment une vocation qui vous suit toute votre vie. Oui. Cédric, vous travaillez avec les jeunes pour justement changer la façon dont la société fonctionne, la façon dont elle les traite aussi, ce traitement-là qui est fait des peuples autochtones, des Inuits, par rapport, par exemple, vous avez parlé de la judiciarisation. Donc, tout ça, c'est des enjeux qui sont très importants à l'époque à laquelle on vit. Et Lorraine, vous avez commencé il y a plusieurs années. Vous dites que vous étiez de l'Antiquité. Je trouve que c'est exagéré, mais vous avez été témoin de grands pans de l'histoire du Québec dans le milieu communautaire. Et donc, au travers de ces deux parcours-là, je n'ai aucun doute que vous avez fait face à des défis, que vous avez rencontré des obstacles que vous avez dû surmonter dans votre parcours militant. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Comment vous avez surmonté ces obstacles-là? Écoutez, je dirais que pour moi, le plus grand obstacle, ça a été de venir d'un milieu, comme j'ai répété, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un milieu catholique très conservateur, etc., et de passer à un milieu que je dirais aujourd'hui de gauche progressiste, parce que on intériorise énormément les canons dominants de la société. Hein. Alors, à l'époque, sortir de la charité pour contester l'Église, contester le capitalisme, par exemple, pour moi, sortir du capitalisme, ça a été douloureux parce que ma vision du monde était celle-là. On a toujours d'ailleurs vécu dans un système capitaliste, néolibéral, etc. Alors, ça a formé notre propre subjectivité. Hein? Et pour reprendre une expression de Normand Baillargeon, nos cerveaux sont des territoires occupés par les idées de droite. Ça l'était à l'époque et ça l'est encore aujourd'hui. Par exemple, moi, j'ai appris l'existence du refus global. C'est ce manifeste extraordinaire qui a été au début de la Révolution tranquille. Ce sont les artistes, les peintres en particulier, qui ont ouvert la voie, si on veut, à une sortie vers l'émancipation pour le Québec. Ben ça, on en avait été privés dans notre enseignement. Moi, je suis allée à l'école normale, j'ai jamais enseigné de ma vie, mais je suis allée à l'école normale parce que c'était le seul endroit où mes parents avaient les moyens de m'envoyer. J'aurais voulu plutôt être médecin, mais c'était pas possible à l'époque. Alors, sortir, si on veut, de ces idées dominantes, moi, ça m'a pris du temps. Mais bon, j'y suis parvenue en travaillant avec d'autres, en travaillant au sein de l'Action catholique à l'époque, mais surtout après, avec le mouvement communautaire autonome, le mouvement féministe en particulier. Alors, je dirais que ça a été pour moi la plus grande difficulté. Et l'autre, ça a été de persévérer dans les luttes, hein, parce que les luttes sont longues, encore une fois, les luttes sont difficiles et on vit de plus en plus aussi dans des enjeux controversés. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Et ça demande une certaine constance dans l'engagement comme exercice de lucidité d'une certaine façon. Donc, voir grand, mais voir clair aussi dans le monde dans lequel nous vivons. Alors voilà.
Cédric, est-ce que tu te retrouves dans cette difficulté-là de sortir des discours dominants? On est dans une société colonialiste, donc forcément, c'est quelque chose qui a marqué beaucoup la relation des peuples autochtones et des Inuits à la société. Est-ce que tu te retrouves dans les propos de Lorraine, même si c'est une expérience qui est différente? Oui, c'est certain. Et quand vous nous avez donné la phrase qui disait qu'on l'idée de droite est facilement dans nos têtes, pour moi, c'est drôle parce que j'ai dit, ouais, mais c'est pas nécessairement l'idée de droite, c'est l'idée coloniale. À cause certainement, dans le cas des Premières Nations, encore, on peut parler d'Autochtones plus largement, inclure les Inuits, mais spécialement, moi, je suis Mi'kmaq, donc Première Nation. Euh, c'est sûr qu'une des approches les plus importantes en ce moment, certainement si on parle d'engagement, certainement si on parle de laisser un futur qui va être meilleur pour les prochaines générations, on parle d'une décolonisation qui doit être absolue et qui doit être menée par les Premières Nations aussi. Ça a été prouvé par différentes recherches, en particulier l'ERS, l'enquête régionale sur la santé, qui est une enquête d'envergure nationale, longitudinale, qui a démontré que le meilleur facteur de protection pour les Premières Nations est l'accès à leur culture. Donc, quand on est capable de déconstruire les systèmes qui nous empêchaient de faire ça, ou même revenir à retrouver ce qui nous a été enlevé, bien, tout à coup, on va avoir une société qui va être meilleure, un aspect qui va être beaucoup plus communautaire au lieu d'être individuel comme on se le fait faire avec un système capitaliste et encore avec un système colonial. Donc, je crois que oui, pour que ce soit le monde autochtone, c'est certain que c'est important, mais aussi qu'il y aurait des pensées, des façons d'être Premières Nations autochtones qui pourraient être inclus dans l'avancement de la société plus générale. Mais ça a été quoi les outils qui t'ont permis... Juste une petite seconde, Lorraine, ensuite je vous donne la parole. Les outils qui vous ont permis de surmonter ça, par exemple, Cédric, quand tu parles du fait de ramener à l'individu plutôt qu'à la communauté, qui est une pensée capitaliste, mais aussi dans le fait d'être privé de sa culture, qu'il y ait cette rupture-là. Donc, une fois qu'on est au courant de ça, qu'on prend acte des conséquences de la colonisation et tout ça, comment on fait pour participer activement ou positivement à cette réunion-là entre les peuples et leur culture? Du côté autochtone, c'est certain. On connaît généralement l'histoire, fait que je rentrerai pas trop profondément, mais tu sais, on parle des pensionnats. C'est vraiment une des plus grosses parties. Il y a du monde qui pense que ça fait des années et des années. Le dernier a fermé en 96, donc je représente la jeunesse et j'étais quand même vivant. Fait qu'il faut prendre ça en considération. C'est quoi le chemin par l'avant? Mais c'est nos aînés. Vraiment, là, nos aînés, c'est nos gardiens de la connaissance, c'est les personnes qui gardent les savoirs ancestraux qu'on a, qui ont appris par leurs parents et leurs parents avant eux. Lorraine, elle a parlé d'être élevée dans le catholicisme, mais nos grands-parents et leurs parents ont été élevés dans nos cultures. Il y a des amis, des proches que leurs parents ont été élevés dans le bois, et même que mes amis qui ont mon âge ont été élevés dans le bois pour les premières années de leur vie, à cause que pour leurs parents, et encore, il y avait accès à ça. Donc, c'était quelque chose qui était important pour eux. Si on se dit, bon, mais comment qu'on va vers l'avant? Mais c'est certain que pour moi, c'est d'ouvrir les espaces communautaires, d'ouvrir les espaces publics pour donner une parole à nos aînés, mais aussi aux jeunes, à cause que, on va se le dire, c'est un peu le principe de la rencontre d'aujourd'hui, c'est de mélanger les deux ensemble, à cause que je crois qu'il y a une puissance extraordinaire dans les connaissances et les savoirs de nos ancêtres et des personnes qui sont venues avant nous. Ils ont porté et ils ont préparé le chemin pour qu'on puisse se rendre à ce qu'on est aujourd'hui. Mais aussi, la petite naïveté de la jeunesse, l'énergie, le pouvoir de vouloir aller un petit peu plus loin, puis d'en faire un petit peu plus. Fait qu'on va partir des bases qui nous ont été données par ceux qui sont venus avant nous et on va essayer de les porter plus loin pour que les prochaines 7 générations puissent aussi en profiter autant que nous. Merci Cédric. Lorraine, vous vouliez rajouter quelque chose? Ben, je voulais réagir à ce que Cédric venait de dire concernant, c'est pas juste les idées de droite qui sont notre cerveau est pas juste occupé par des idées de droite, mais parmi ces idées de droite-là, il y a évidemment toute la question du racisme, du colonialisme, de l'impérialisme, du colonialisme en particulier face aux Autochtones. Je te donne un exemple. Moi, à l'école primaire et secondaire, ce que j'ai appris sur les Autochtones, c'est affreux. Hein? On a appris comment Dollard des Ormeaux s'était victorieusement résisté aux méchants Iroquois. Que les pensionnats, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que ça civilisait ces quasi-barbares qui étaient les Autochtones. Alors, comment moi,
ma progressive conscientisation par rapport aux Premières Nations, aux premiers peuples, ça a été à travers quelques ateliers de formation que la Fédération des femmes du Québec offrait, avec Michel Jean, entre autres, où on est allé à Kahnawake, etc., parler avec les gens. Ensuite, la crise d'Oka a été une occasion très importante de conscientisation. On était parmi ceux, avec le FRAPRU, entre autres, qui a été très impliqué à ce niveau-là, plusieurs autres organisations. On allait appuyer les Autochtones et puis on se faisait évidemment conspuer par les Blancs du coin. Et progressivement, à travers I Deal No More aussi, ce sont les Autochtones eux-mêmes qui ont eu un rôle majeur dans notre conscientisation. Et puis, on y reviendra plus tard dans les enjeux, mais il y a là une occasion extraordinaire tout en reconnaissant les torts faits aux Autochtones, ce qu'il nous faut faire absolument. Et c'est pour ça que la question du blocage du gouvernement Legault à l'heure actuelle et de ses consoeurs et confrères sur le racisme systémique est complètement inacceptable. Et ce qui est arrivé et ce qui arrive encore là, avec Grace Setchawan et dernièrement la dame autochtone dont je me souviens pas du nom, hélas. Mais bon, tout ça, il y a eu pour moi un renversement radical des perspectives et une ouverture à ce que tu viens de décrire comme étant une contribution à un nouveau genre de société, Cédric. Ça, je trouve ça extraordinaire, mais ça a été long. Ça va être encore très long, très difficile parce que ça remet en cause, remet en question des convictions qu'on pense qui sont immuables. Et quand on se penche sur l'histoire de ces inégalités-là, que ce soit au Québec, au Canada, des conséquences à long terme et multigénérationnelles, donc c'est vraiment des traumatismes et des inégalités qui se transmettent d'une génération à l'autre. Donc, par exemple, Lorraine, tantôt, vous parliez du quartier Saint-Henri. Bien, encore aujourd'hui, c'est considéré comme un quartier qui était ouvrier, qui est encore défavorisé, entre guillemets. Cédric, tu parlais du fait que tu étais vivant quand le dernier pensionnat autochtone a fermé. Donc, quand on se penche sur cette histoire-là, on sait à quel point elle perdure dans le temps. L'injustice, c'est pas quelque chose, c'est pas un clin d'œil, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Et en sachant ça, comment on fait pour ne pas s'épuiser? Comment on fait pour garder ce souffle-là, pour continuer de se battre et continuer de mener les luttes qui doivent être menées avec autant d'embûches sur notre route et autant de difficultés à avoir de l'écoute par rapport à ces avancements-là? Cédric? Moi en premier. Lorraine? Moi? Je pense que c'est de changer notre façon de voir les choses. Souvent, on se responsabilise, on se dit « je dois faire ça ». Par contre, certainement, comme et dans le monde autochtone, qui est le monde communautaire aussi en partie, c'est de se dire, mais c'est pas juste moi, à cause que j'ai une communauté entière qui est là pour me supporter. On dit tout le temps, ça prend un enfant pour élever une communauté, il n'y a rien de mieux pour le prouver que dans une communauté autochtone. Les enfants peuvent jouer dans la rue, ils sont en sécurité à cause que tout le monde est là pour s'en occuper. Si l'enfant, quelque chose y arrive, si l'enfant a mal, si l'enfant a soif, la communauté va s'en occuper, le voisinage. Et c'est un peu le même aspect. À cause qu'il faut s'enlever l'idée que c'est à moi de faire avancer la cause, à cause qu'on va tout travailler ensemble. Je vais avoir le support de mes confrères et consoeurs dans la capacité qu'ils le peuvent. Encore, chacun nos façons de l'exprimer, chacun nos façons de partager. Et par la suite, on va être capable d'avancer ça ensemble. Oui, il y a des personnes qui vont peut-être un petit peu plus à l'avant. J'ai en tête un petit peu Mélissa Molène-Dupuis. On la voit à plusieurs reportages. Elle a participé à bien des choses. Et c'est une des dames qui a commencé I Don't Know More ici à Québec en se disant, si c'est personne d'autre, je vais le faire. C'est un peu ça. Mais chacun dans nos capacités, on est capable de donner, on est capable de pousser. Et quand on se sent un peu épuisé, quand on se sent au bout, c'est-à-dire, mais on n'est pas tout seul. On a nos ancêtres qui nous ont supportés, qui sont là avec nous, mais aussi on a notre communauté qui est autour de nous. Fait que si j'en ai besoin d'aide, je vais aller parler avec mes amis, mes parents, ma famille.
Et je sais que je vais avoir un support à cause qu'on veut toute la même chose, on va tous dans la même direction. On veut le mieux-être pour les prochaines générations et on va le faire ensemble. Donc, la solidarité est vraiment à la source de ce souffle-là pour continuer de mener les luttes. Lorraine, qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, je dirais que s'engager, c'est une question de posture éthique, entre guillemets, et politique, pour moi en tout cas, qui vaut à travers tous les âges, quel que soit le contexte, quels que soient les lieux, quels que soient les milieux dans lesquels on travaille. C'est une question de dignité personnelle aussi. Est-ce qu'il ne faut pas lutter toute sa vie? Hein? Est-ce que s'engager, c'est s'engager un peu une fois de temps en temps? Je ne pense pas. Je pense que c'est encore une fois une posture qu'il nous faut adopter. Et j'aime bien une phrase de Jorge Sampron, qui était un dirigeant espagnol communiste à l'époque, qui a quitté le Parti communiste, qui est devenu ministre de la Culture, etc. Un bonhomme extraordinaire qui dit « Il faudrait comprendre, ah oui aussi, qu'on ne s'engage pas nécessairement avec l'espoir que ça change, bien sûr, mais si on n'a pas un résultat immédiat demain matin, hein, on arrête. Hein? S'il avait fallu que les Noirs arrêtent de lutter au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans contre l'esclavage, l'esclavage serait encore là. Et ils sont obligés maintenant de recommencer. On voit ce qui se passe aux États-Unis et ici aussi, en partie, pas tout à fait pareil, mais quand même, il y a du racisme très important face aux communautés noires. Donc, si on n'a pas de résultats immédiats, on arrête. Alors, Sampron dit, il faudrait comprendre que les choses sont sans espoir et être pourtant décidé à les changer. Parce qu'on ne sait pas au bout de la ligne, si même on n'existe plus, nous, qu'est-ce qui va arriver au bout de la ligne? Nous, on est les héritiers et les héritières de longues luttes dans le passé qui nous ont permis d'avancer. Et plusieurs de ces personnes qui étaient là au départ n'y sont plus maintenant et n'ont pas vu le résultat immédiat de leur lutte. Hein. Alors moi, ce qui me donne de l'espoir, ce qui me donne de la joie de travailler dans ça, c'est que on ne peut pas être définitivement triste aussi, comme disait Teilhard Deschardins. On ne sera pas définitivement triste et on a la capacité de continuer les luttes. Dans un quartier pas loin de chez moi, il y a l'année passée ou l'année d'avant, par terre, écrit en anglais, c'était « All we have is now ». Alors moi, je voulais écrire à côté, c'est faux ça. On n'a pas juste le présent, on a le passé qui peut un passé face auquel on n'a pas d'obligation particulière, on n'a pas on reproduit pas le passé, mais on peut s'en inspirer. Et puis on a l'avenir auquel on peut contribuer. Alors il me semble que dans ces mondes-là, dans ces visions-là, dans ces lieux-là, le passé, le présent et l'avenir, l'engagement se situe à tous les jours de la vie, puis se fait, comme dit Cédric, beaucoup avec les autres. Sans les autres, il n'y a pas possibilité, à mon avis, d'être engagé. Il faut avoir finalement les autres et la foi, donc avoir la solidarité, le support de la communauté, mais aussi avoir foi en le progrès, avoir foi que même si, Lorraine, c'est important ce que tu disais, c'est pas parce qu'on fait des efforts aujourd'hui qu'on en récoltera les résultats demain, peut-être même pas de notre vivant. Et ça peut être très frustrant à accepter dans le monde militant, qu'on puisse s'investir autant dans une cause et ne pas voir la résolution, ne pas voir l'avancement. Lorraine, tu as utilisé l'exemple de la lutte des personnes noires, si elles avaient arrêté parce que ça marche pas du jour au lendemain. Ça m'amène à deux questions. La première est sur comment on fait pour lutter pour des causes qui ne nous touche pas directement, que ce soit pour les droits des personnes autochtones quand on ne l'est pas, les droits des personnes noires quand on ne l'est pas, le droit des femmes quand on ne l'est pas. Comment ça se... Parce que c'est
il y a toute la question d'actualité, d'appropriation, du fait de prendre la parole pour les autres à la place de leur donner la parole. Donc, comment ça se traduit dans la réalité, ça, d'encourager les gens à s'impliquer dans les causes qui ne les touchent pas directement, mais de le faire d'une bonne façon? C'est quoi cette bonne façon? Cédric? Deux choses. La première, c'est par rapport un peu, en réponse un peu à ce que Lorraine a dit, par rapport au fait que, tu sais, on verra pas nécessairement les résultats de nos actions, de tous les efforts qu'on a mis. Puis dans mon monde, ça c'est parfait. J'ai souvent mentionné au début, là, je trouve, les futures générations, mais ça c'est basé sur le principe des 7 prochaines générations, puis des 7 générations qui m'ont précédé. Fait que toutes les décisions que moi j'essaie de prendre dans ma vie font deux choses. La première, elles respectent tout ce qui a été fait par les 7 générations avant moi, et je fais ça en les honorant, donc je ne vais pas insulter tout le travail qu'ils ont fait et tout ça, mais aussi les décisions que je prends doivent prendre en considération les effets qu'ils vont avoir sur les 7 futures générations. Fait que déjà là, le moi sort assez rapidement de l'équation à cause que l'important, c'est les 14 générations. Là. C'est pas la semaine prochaine, puis c'est pas juste mes enfants, c'est leurs petits-enfants. Donc déjà, avec cette approche-là, je pense que en changeant notre façon de voir et en incluant des approches un petit peu plus Premières Nations, autochtones, on peut déjà avoir peut-être un résultat meilleur à long terme. Par rapport à ta question sur la participation et comment parler et essayer de supporter des causes qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Ça vient à la discussion sur les alliés. Hein? On l'a eu beaucoup, certainement avec I Don't Know More dans ma situation, mais encore, je suis allé marcher plusieurs fois, j'ai fait plusieurs discours, et je crois que ça vient en deux parties. La première, on peut être allié pour toute cause, à cause que la justice sociale, l'engagement, l'égalité, tout ça est pas un problème, mais un enjeu global. Peu importe notre couleur, peu importe notre façon de voir les choses, peu importe notre façon de se ressentir ou de s'identifier, la justice, c'est la justice pour tout le monde. Donc, s'assurer que si on participe à ces affaires-là, qu'on soit conscient d'où ce qu'on vient, de nos biais, et après ça, aller de l'avant en incluant les espaces pour laisser les personnes qui sont incluses, mais aussi pour être là en les supportant. C'est vraiment l'approche de l'allié là, que moi, je dois prôner. Je viens d'un monde double, on va se le dire. Un des parents est allochtone, c'est évidemment. Mais je crois qu'on peut quand même travailler sans prendre la place à être là, supporter, aider, s'assurer qu'il y a des espaces qui sont créés à cause que des fois, les systèmes sont assez étanches. Fait que ça, on est à l'intérieur, puis on est capable de dire, ben, tu sais, on pourrait inclure une personne de Première Nation, une personne de couleur, une personne racisée quelconque. Là, déjà là, on va avoir une approche où ce qui va être inclusif, sans dire je vais parler au nom des personnes racisées, sans dire je vais parler au nom X, Y, Z. On entend beaucoup parler dernièrement aussi du par et pour, donc de l'importance quand on fait, il y a des initiatives qui sont pour des gens, qu'elles soient faites par les gens qui sont visés, parce que c'est la meilleure façon de vraiment répondre aux besoins, de vraiment prendre en compte des réalités qui sont peut-être dans nos angles morts quand on ne fait pas partie de ces réalités-là. Lorraine, est-ce que c'est quelque chose que tu as constaté au cours de ta carrière communautaire, cette difficulté d'inclure les premiers concernés, les premières concernées par les luttes qui sont menées? Tout à fait. Le pour, par et avec, hein, c'est la base même des mouvements sociaux, dans le fond. Et ce que j'allais dire suite à la question, puis aux réflexions aussi de Cédric, c'est que dans chaque lutte spécifique, même si c'est pas une lutte que moi j'ai amenée moi-même, j'ai beaucoup travaillé en santé mentale parce que j'ai aussi comment je dirais ça, des intérêts familiaux, des intérêts amicaux, etc. J'ai été interpellée par toute la question de la santé mentale, mais j'ai moins travaillé sur la question de l'environnement, j'ai moins travaillé sur d'autres questions. Donc, mais chaque lutte spécifique, elle comporte, elle a en elle-même une parcelle, je dirais, d'universalité. Elle rappelle à tous les autres qui ne participent pas à cette lutte-là qu'elle est importante pour le pluralisme de la société, pour la démocratie,
pour rendre visible et audible dans l'espace public une problématique qui nous était complètement inconnue avant. J'ai parlé des Autochtones, comment c'était une question qui avait été occultée complètement par la société québécoise. Ça, c'est la part cachée de la société québécoise, comme le rappelle Gilles Bibeau dans son livre. Les Autochtones, la part cachée de la société. Mais les mouvements sociaux, le mouvement social, les groupes communautaires autonomes en particulier, ont mission de rendre encore une fois audibles et visibles des choses qu'on ne voit pas et à nous rendre mutuellement responsables les uns des autres de ces problématiques-là. On ne peut pas tout faire, c'est évident, mais on peut tout à fait accepter et défendre selon nos moyens des problématiques pour lesquelles on n'est pas individuellement touché, parce que ça nous concerne comme citoyens, comme co-citoyens. Alors moi, je pense que les mouvements sociaux, les groupes communautaires autonomes en particulier, puis il y en a des milliers de groupes communautaires qui travaillent tous sur des questions spécifiques. Je pense qu'ils jouent un rôle majeur dans l'élargissement de la démocratie, dans ce fait qu'il faut faire toujours entrer dans la démocratie le plus de monde possible, ne laisser personne aux marges de la cité. Et ça, c'est le rôle des mouvements sociaux, en mettant de l'avant, encore une fois, des problèmes spécifiques qui sont invisibles aux autres, mais qui, encore une fois, sont une parcelle d'universel qui nous rend plus riches de les connaître et d'y travailler. Je suis absolument d'accord. C'est vrai que peu importe à quel point une injustice ou une lutte peut sembler nichée, le simple fait qu'elle existe nécessite l'implication de tout le monde, nécessite que tout le monde soit sensibilisé à cette cause-là. Et c'est là que vient jouer toute la nuance de reconnaître ses privilèges. Par exemple, moi, en tant que féministe, je sais que si je me prononce sur des enjeux sur les conditions de la femme, je ne recevrai pas le même backlash, si je peux me permettre l'anglicisme, qu'un homme qui tient exactement les mêmes propos parce qu'il bénéficie d'un privilège en s'exprimant sur ce sujet-là. On peut dire la même chose, par exemple, quand des personnes blanches s'expriment sur des enjeux autochtones. Ces propos-là vont être mieux reçus que si ça vient d'une personne autochtone elle-même qui prend la parole pour défendre la réalité des siens. Donc, de toute cette notion-là d'allié, être allié, c'est savoir qu'on a ce privilège-là, être conscient, mais surtout aussi parler aux gens qui sont directement concernés pour savoir, eux, comment veulent que cette cause-là soit défendue, comment c'est déjà organisé. Souvent, c'est que ça part des gens qui la vivent, cette injustice-là, avant de devenir un mouvement, donc d'être au courant de la façon dont ces mouvements-là sont menés. Tantôt, Cédric, tu disais que, il y a des figures qui sont proéminentes dans le milieu militant pour les droits autochtones, par exemple Mélissa Molène-Dupuis ou Maïté Labrègue-Saganache. Est-ce qu'il y a des figures de ce mouvement-là qu'on ne connaît pas, qu'on devrait connaître, qui devraient être plus mises de l'avant? C'est certain que oui. Puis vraiment, c'est une des affaires qu'on a vues, certainement en temps de pandémie là, et de confinement. Les jeunes qui s'expriment sur les réseaux sociaux et qui prennent parole, des fois qu'on n'aurait pas pensé qu'ils l'auraient fait, mais c'est des choses qui leur sont importantes, c'est des choses qu'après un bout, on doit le dire, on doit le sortir de nous puis essayer de faire une différence. La première des choses que je dirais, ça serait que aussi, il faut des fois comprendre que la façon que la jeunesse des Premières Nations s'exprime est complètement différente. On s'attend à une structure X, Y, Z avec comment on l'a vécu dans les dernières années, mais la jeunesse Première Nation s'exprime de façon très différente. Des fois, oui, des personnes qui parlent comme moi, ça, je l'ai fait à l'année longue, mais des fois aussi, c'est quelqu'un qui s'exprime au travers de leur art, de leur danse culturelle, de leur artisanat. Ça peut être n'importe quoi, puis c'est de s'ouvrir à ça. S'ouvrir à une diversité d'expression, une diversité de méthodes de s'exprimer. Je pense que là, ça serait une des choses qui serait importante.
par rapport à ce qu'il y a des jeunes ou des personnes qui ne sont pas nécessairement vues autant, c'est sûr, il y en a plusieurs. Il y a les Viviane Michel, présidente de Femmes autochtones du Québec, qui fait un travail extraordinaire dans la défense des droits des femmes autochtones. Les Michel Audette, qui est maintenant rendue commissaire à l'Université Laval, commissaire autochtone, je crois. Le titre exact m'échappe, mais quelqu'un qui est en train d'essayer de décolonialiser une des plus grosses institutions au Québec, l'Université Laval. Et sinon, c'est sûr que pour moi, il y a l'enjeu de la jeunesse des Premières Nations. Fait que le réseau jeunesse, c'est une place, c'est un réseau où ce que les jeunes se rassemblent, se réunissent, partagent leurs idées, viennent ensemble et essayent de pousser pour un meilleur monde. On a différents leaders, je sais pas si je suis à l'aise de les nommer aujourd'hui, mais on a différents leaders que dans nos rassemblements, dans nos sommets, dans nos expériences en ligne comme on fait aujourd'hui, qui ont quelque chose à dire. Et vraiment quelqu'un qui est basé dans la spiritualité, la culture. Et on le voit là, qu'il y a des jeunes leaders qui sont là. Des fois, c'est des leaders qui sont très communautaires, très locaux. Des fois, on a des leaders qui sont un petit peu plus régionaux. Mais ce que je crois vraiment qui est important, c'est de comprendre que la façon qu'ils s'expriment et les choses qu'ils vont dire sort des fois de l'ordinaire et sort de la façon structurée standard, mais que c'est ça qui fait leur force, honnêtement. Je me permets de faire un lien entre, tu disais que les intervenants, justement, ou les figures proéminentes du mouvement pour les droits des Autochtones ne sont pas seulement dans la parole publique, ça peut être dans l'art, ça peut être dans toutes sortes de choses. Et je me permets de faire un lien avec Lorraine qui parlait tout à l'heure du refus global, de l'importance de la présence des artistes dans les mouvements sociaux, dans les mouvements communautaires. Donc, il y a toutes sortes de façons de mener ces luttes-là, de prendre la parole pour faire avancer ces causes-là. Oui, il y a le milieu communautaire, oui, il y a le militantisme, mais les façons de militer sont tellement diverses et tout aussi valides aussi. Il y a des artistes québécois, je pense entre autres à Samian, qui parlent de la réalité autochtone à travers ses chansons, des choses comme ça. Et plus largement, au-delà de la polyvalence artistique ou des différentes façons desquelles on peut militer, il y a aussi une façon différente de le faire selon les générations. Cédric, tu parlais du fait que les jeunes ne s'expriment pas nécessairement de la même façon que leurs aînés sur ces mêmes enjeux-là. Et moi, je me demande, Lorraine, c'est quoi la place des différentes générations dans les mouvements militants et communautaires? Est-ce qu'il y a de la place pour que différentes générations autour de la table contribuent leur façon de faire différente selon leur vécu et leur expérience de ces luttes-là? Ah, tout à fait, tout à fait. Sauf que ce que je dirais, c'est que il faut que l'héritage ou la transmission ou la relève, le passage vers la relève, se fasse sans obligation. C'est-à-dire, les jeunes ne sont pas obligés de reproduire du même. Hein? Il faut s'éloigner de la mêmeté, je dirais. Et là, il peut y avoir des conversations, du dialogue, des partages entre des gens d'expériences différentes et de générations différentes, en même temps que je peux juste constater, moi, que il y a des jeunes qui sont vieux dans leur tête et dans leurs idées, et il y a des vieux qui sont pas mal jeunes, pas mal alertes dans leurs idées puis dans leur conception du monde. Par exemple, Mario Dumont, c'était un jeune vieux, ça. À l'époque, là, quand il a fondé la... Non, mais c'est vrai. Je dis, il était très jeune, il était très beau, il était très populaire. C'était la relève, c'était le bout du bout. Sauf qu'il a apporté les idées les plus conservatrices sont venues de lui en particulier. Pas uniquement, là, mais de lui en particulier. Donc, c'est juste un exemple là, que je donne à ce niveau-là. Donc, oui, il y a une façon de partager, encore une fois, sans obligation aucune. L'autre chose que je voulais aussi dire tout à l'heure, puis c'est en lien avec ça, c'est que il faut sortir de ce qu'une féministe a appelé la nostalgie des grands récits, c'est-à-dire à une époque où on pensait que, par exemple, c'était juste la classe ouvrière qui allait apporter le salut du monde, hein? Ou alors après ça, ça a été les pays soi-disant sous-développés, après ça les femmes, après ça les jeunes, ou maintenant les autochtones, etc. Il n'y a pas un seul acteur social qui peut prétendre faire à lui seul
les transformations majeures que nécessite notre époque. Donc, il faut travailler en alliance, en coalition, c'est ça, en alliance beaucoup pour, pour mettre de l'avant des revendications et des luttes, développer des tactiques, des stratégies, que ça aille de la désobéissance civile à la manifestation ordinaire, à la pétition. Il y a une variété de façons de s'exprimer et en intégrant toujours pour moi, en tout cas, l'art. Et la prise de parole, elle n'est pas que prise de parole rationnelle, bien argumentée, bien ficelée, là. Elle peut prendre différentes formes. Et pour avoir travaillé en santé mentale, les personnes qu'on considère folles, moi, je prends toujours ce mot-là avec beaucoup de respect, de dignité, ont une capacité d'exprimer par l'art des sentiments, des émotions, des visions du monde extrêmement intéressante. Donc, oui, il y a ça. Puis, j'arrête là-dessus aussi. Je pense que les nouvelles générations, tout en accordant beaucoup d'importance à des leaders charismatiques comme Cédric vient d'en mentionner, puis Naomi Fontaine, et puis Natacha Canapé-Fontaine, vous l'avez prononcé, puis tout ce que la production poétique, Joséphine Bacon, etc., produite par les Autochtones est extraordinaire pour nous ouvrir à une nouvelle culture, à de nouvelles cultures. Et dans le monde communautaire aussi, je trouve que on accorde moins d'importance aux chefs. On a une vision plus anti-hiérarchique de l'organisation des mobilisations. Et ça, je trouve que c'est très important parce que ça donne de l'espace et ça donne du mouvement à toutes ces personnes-là qui ne sont pas aussi charismatiques que ça, mais qui sont extrêmement importantes dans leur propre groupe, dans leur propre organisation. Et qui, je pense qu'il faut que nos groupes, transformer nos organisations, ça veut dire aussi transformer la façon dont on gère tout ça et que ce soit le moins hiérarchique possible. Je pense que c'est un objectif très important pour la démocratisation de nos groupes. Je continue sur cette même veine. On a des questions du public. Suzanne Laroche demande quels moyens ou pistes sont à notre disposition pour aider à la transformation d'une gouvernance qui est, souvent des mandats de 4 ans. Donc, quand on veut avoir une vision de 14 générations, 7 avant nous, 7 qui nous suivent, comment on fait pour la réaliser dans des mandats qui sont à court terme? Comment on fait pour concilier le long terme et le court terme? Cédric? C'est sûr que c'est difficile. Certainement, les mandats 4 ans, là, même dans nos communautés, là, pour les chefs, c'est des chefs qui sont élus sous un système de l'acte sur les Indiens. Donc, ce n'est pas un système qui est traditionnel, c'est pas un système qui est culturel, mais un système bien qui a été imposé pour exactement enlever cette vision à long terme, pour créer un cycle qui recommence encore et encore et encore. Quoique, je crois, même à l'intérieur de ça, à long terme, on pourrait reprendre nos systèmes traditionnels, mais pour l'instant, je crois qu'il est important l'éducation. Essayer d'enlever les choses qui nous ont été imposées, qui nous ont été implantées de force, et retourner vers nos traditions, vers nos pensées traditionnelles. C'est facile à dire, mais c'est certain que si on commence avec nos jeunes, puis on leur apprend notre culture, on les met en contact directement avec nos aînés qui sont ici aujourd'hui pour nous aider à apprendre et à avoir une meilleure vision de la vie, de prendre ça et de mettre en place des pensées, des idées qui sont beaucoup plus communautaires et enlever le côté individuel de toute cette approche. Je crois que par la suite, nos leaders vont devenir des personnes que même s'ils ont juste 4 ans, vont préparer les choses à long terme pour le bien-être de nos communautés. Puis quand tu parles de passer, parce que tu dis que ça a été construit à court terme pour qu'il y ait un roulement, etc., et que c'est pas la façon traditionnelle de faire les choses. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus de si c'était, disons, fait de manière plus traditionnelle et plus dans le long terme et plus dans une vision de réalisation qui va permettre à plusieurs générations ensuite d'en profiter, ça ressemblerait à quoi? La question éternelle.
La réponse, je l'ai peut-être pas, mais je pense qu'une des choses que j'aimerais quand même mettre de l'avant, c'est l'idée de la vision à deux yeux. Le two-eyed seeing qu'on dit en anglais, là, c'est quelque chose que moi j'aime bien parler avec ou parler aux gens pour parler de ça. C'est l'approche de prendre les visions traditionnelles d'un œil, mais aussi les visions occidentales, modernes de l'autre, et savoir que notre vision complète inclut les deux et que ça peut être pour un aspect positif. Donc, on prend le meilleur des deux mondes et on le met ensemble. Fait que ça se peut des mandats où on a une circulation et de la nouveauté qui rentre. Mais est-ce qu'on peut mettre en place des comités, des différents secteurs quelconques qui ont peut-être une envergure un petit peu plus long terme pour pouvoir supporter nos leaders qui sont élus pour un cycle plus court? Donc, c'est une des approches que moi, je regarderais, c'est certain, mais encore, je crois que la voix devrait être donnée directement à nos aînés, à nos jeunes, s'asseoir tout le monde ensemble et dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis si on veut retourner vers le passé, mais aussi prendre en considération notre futur, c'est quoi la meilleure approche? Pour moi, personnellement, c'est ça. Ça serait une combinaison des deux. Mais encore, je serais bien intéressé d'entendre ce que les autres auraient à dire aussi. Et même Lorraine, là, vraiment, je laisse la sagesse nous dire comment avancer. Non, c'est ça. Moi, je pense, Nalal, que il faut pervertir les contraintes que la loi des OSBL ou des OBNL, peu importe, là, nous impose. Et je pense que le mouvement communautaire autonome, ça fait longtemps que plusieurs groupes, les groupes de femmes en particulier, ont commencé à faire ça. Par exemple, l'installation de collectives, hein, plutôt qu'une directrice générale, et que, etc., là, ont commencé à travailler de cette façon-là, de façon horizontale, de façon partagée. Ça a changé la culture des organisations, ça. Et je pense que, écoutez, la Fédération des femmes du Québec, en novembre dernier, a fait 10 jours de forum sur transformer nos organisations. Comment les rendre moins hiérarchiques, moins discriminatoires, moins... ben c'est ça, là. Comment faire en sorte que il y ait plus de variété, de diversité, etc., qu'on soit plus ouvert au pluralisme culturel, etc. Et il y a des centaines et des centaines de propositions qui ont été faites. Encore hier, moi j'assistais à l'atelier sur comment rendre nos pratiques moins discriminatoires. Ben, il y avait là aussi plein de suggestions qui ont été faites pour rendre les organisations beaucoup plus participatives, beaucoup plus associatives, beaucoup plus solidaires. Et ma dernière remarque serait, moi j'aime bien, parce que je l'ai appris, on me l'a enseigné maintenant, l'importance que les premiers peuples accordent aux anciens et aux anciennes, pas encore une fois pour être nostalgique d'un passé, mais les anciens sont porteurs de vision, d'une vision de l'histoire aussi, d'une expérience vécue dans leur temps, mais qui peut très bien servir aujourd'hui. Alors, pourquoi pas inviter des anciens et des anciennes dans plusieurs organisations qui aideraient à comprendre l'histoire même de l'organisation en question. D'où elle vient cette organisation-là? Pourquoi elle a été mise sur pied? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça peut être des conversations très, très stimulantes aussi, qui accordent une place aux plus âgés, si on veut, mais dans un dialogue avec les permanents actuels ou les membres actuels des organisations. Je pense que le mot-clé là-dedans... Oui, vas-y, Cédric. Ouais, si je peux, dans le fond, c'est un peu l'approche qu'on essaie de prôner. À cause traditionnellement, on pouvait avoir des chefs de guerre et différentes personnes qui avaient une responsabilité, X, Y, Z, dépendant du mandat. Mais à l'intérieur de ça, il y avait tout le temps différents conseils qui étaient là pour les suggérer. Souvent, les trois qu'on voyait, c'était les femmes, les aînés et les jeunes.
Fait qu'une décision n'était jamais prise seule par un conseil renfermé qui faisait leurs affaires derrière une porte fermée. C'était des discussions communautaires en rond. Et encore, si je vais vers la justice, c'était pas une personne qui était assise par-dessus nous en robe comme un juge qui nous disait quoi faire. C'était tout le monde ensemble qui trouvait une solution, même s'il y avait eu un crime haineux, même s'il y avait eu quelque chose grave ou majeur. On travaillait comme une communauté. Donc, si on était capable de faire ça pour la justice, on était capable de le faire aussi pour des décisions communautaires, agricoles, quelconques. Donc, vraiment l'inclusion de différents groupes dans la prise de décision. On a parlé des aînés, des personnes un petit peu plus âgées, mais ça inclut aussi les jeunes et les moins jeunes, les femmes, les personnes de minorité, les personnes qui viennent de différentes identifications et du genre. Puis c'est vraiment important d'inclure ces personnes-là dans les conversations pour que si on prend une décision, qu'on prenne en considération tous les impacts que ça pourrait avoir, que, comme on a dit plus tôt, peuvent des fois être dans notre angle mort, même par bonne foi. La concertation, donc, oui, je vais juste... Oui. Parce qu'on va aller vers les questions du public. Lorraine, donc oui, allez-y avec ce que vous vouliez ajouter, puis on va y aller ensuite avec les questions. Non, dans la foulée de ce que Cédric vient de dire, comment l'inclusion de différents groupes peut amener justement à une autre façon de gérer nos propres organismes. Si je prends juste la Fédération des femmes du Québec, par exemple, l'arrivée des femmes, ou dans le féminisme en général, l'arrivée des femmes noires, en particulier aux États-Unis, dans les années 60-70, avec Angela Davis et compagnie, les femmes noires, comment leur arrivée a contesté un féminisme blanc, néolibéral, de femmes riches, etc., etc. Ça a complètement bouleversé la façon d'organiser le féminisme lui-même. Comment l'arrivée, par exemple, de la question de l'homosexualité dans la Fédération des femmes du Québec a bouleversé aussi comment l'arrivée des femmes lesbiennes, qui n'étaient pas considérées comme des vraies femmes, évidemment, comment ça a bouleversé et ça a obligé à changer les modes d'organisation. Comment l'arrivée de celle-là, des travailleuses du sexe, a bouleversé, et maintenant les transgenres, etc. Tout ça fait en sorte que ça bouleverse à chaque fois nos façons d'organiser et de s'organiser entre nous. Encore une fois, il faut faire entrer dans nos organisations le plus de gens possible, ne laisser personne à la porte, mais s'organiser pour qu'elles aient droit, non seulement droit, mais qu'elles prennent la parole au même titre à égalité avec toutes les autres composantes de l'organisation. C'est ce qui assure finalement de prendre des décisions qui ont de la vision, de permettre cette concertation-là entre différents groupes de personnes qui ont des vécus différents, qui ont des points de vue à apporter que d'autres. C'est ça, c'est que souvent c'est pas de la mauvaise foi. Quand on nommait une façon de voir les choses, quand des décisions sont prises et que beaucoup de groupes restent dans l'ombre de ces décisions-là, on ne parle pas de personnes qui sont autour d'une table et qui se demandent quoi faire pour nuire à l'ensemble, mais on parle d'angle mort, du fait de ne pas être au courant, de ne pas avoir cette expérience-là, de ne pas avoir ces points de vue-là qui permettent de prendre des décisions et de faire des choses qui sont pour le bien-être de l'ensemble. Donc, on parlait, par exemple, du court terme versus le long terme. Bien, je pense que de se rappeler que même si on a 4 ans pour prendre des décisions-là, il faut que ces décisions s'inscrivent dans une vision à long terme et se fassent avec une concertation de toutes et de tous pour veiller aux intérêts du plus grand nombre. Et on remarque souvent que dans les espaces de pouvoir, il y a une certaine homogénéité. Donc, forcément, ça amène des décisions qui nuisent à des gens sans nécessairement le vouloir. Les participants et les participantes sur la plateforme sont très enthousiastes, nous envoient leurs bons mots, mais nous envoient aussi beaucoup de questions. Donc, je vais vous lancer quelques questions qu'on a reçues sur la plateforme. Valérie Richer demande comment est-ce qu'on diminue l'aspect compétition entre certains milieux communautaires ou certaines causes. Les politiques plans et les médias favorisent souvent cet aspect.
Moi, je me souviens de cette question-là. Merci, Valérie. Euh, la compétition, elle a été... Bon, juste une seconde. Je vais remettre mes idées des fois. Hein, ça se bouscule dans ma tête, là, ma vieille tête. Euh, le gouvernement, à une certaine époque, quand on travaillait dans le cadre de l'élaboration de la politique de reconnaissance du mouvement communautaire, la question de... Il y a des groupes qui font la même chose dans beaucoup d'endroits qui sont les mêmes, etc. Alors, pourquoi pas en éliminer quelque chose, que tout ce monde-là se mette ensemble? Puis, ça révélait une approche technocratique complètement déconnectée de la réalité. Quand les groupes communautaires naissent, ils naissent des besoins d'une population, d'un quartier, d'un milieu donné. Hein? Et peu importe qu'il y ait une couleur différente du groupe à côté, je pense que c'est une fausse conception que d'aller dans cette direction-là. La compétition entre les groupes eux-mêmes, ça, c'est une autre chose. Et ça peut... C'est quelque chose qu'on a à travailler entre nous. Si c'est une compétition pour des budgets qui sont restreints et qu'on doit se partager, ça aussi, c'est une difficulté très importante qu'il nous faut débattre ensemble. Pas via le gouvernement, ensemble pour trouver, nous, les solutions à ça. Alors, moi, j'ai beaucoup de difficultés à embarquer dans cette idée-là de compétition, mais comme ça fait un petit bout de temps que je suis pas sur le terrain, peut-être que j'en ai manqué des bouts, là, et puis qu'il y a de nouvelles compétitions qui ont surgi. Tu pourras me les dire, Valérie. Mais Lorraine, on sait qu'il y a un sous-financement chronique, que c'est difficile d'avoir les ressources pour répondre aux besoins, non seulement pour les besoins directs et l'action sur le terrain, mais aussi pour rester dans les luttes à plus long terme, dans cette vision-là qu'on essaie d'avoir. Et forcément, comme tu le disais, par rapport à ce financement-là, par rapport au lien que le communautaire avait avec le gouvernement, je crois que ça occasionne de la compétition parce qu'il y a si peu de ressources et tellement de besoins et tellement d'organismes communautaires qui veulent servir leur population, qui veulent aider les communautés. Et c'est intéressant ce que tu amènes comme point de il faut se consulter ensemble, pas à travers le gouvernement. Il faut que cette concertation-là se fasse au sein des milieux communautaires sur le fait qu'il manque de ressources et qu'il va falloir se les partager. Donc, comment on applique ça? Comment tu penses que le milieu communautaire pourrait mieux faire son travail de concertation pour justement ne pas se laisser diviser par le manque de ressources qui est octroyé par le gouvernement? Mais je pense qu'il y a déjà eu beaucoup de travail de fait par le RQAK en particulier. Toute l'élaboration des programmes, des fourchettes de financement au niveau, par exemple, des groupes de défense de droits, des groupes d'éducation, des centres de femmes, des ressources alternatives en santé mentale, etc. Tout ce travail-là qui a été fait, à mon avis, a contribué et ça a été fait vraiment par la base et accepté d'une certaine façon, là, je ne sais plus où c'est rendu, mais accepté d'une certaine façon par le gouvernement. C'est du travail qui permettait justement d'avoir une certaine équité entre les groupes. Ceci dit, ça n'éliminait pas évidemment le sous-financement. Le sous-financement, c'est chronique. C'est scandaleux qu'une société qui se dit démocratique ne puisse pas accorder, comme pour la culture d'ailleurs, un budget plus important aux organismes communautaires autonomes. J'y reviendrai peut-être à la toute fin, mais que le Québec consacre presque plus de la moitié de la totalité de son budget à la santé, pour moi, c'est une aberration versus l'éducation, versus la culture, versus le milieu communautaire autonome. Et ça va être, pour moi, ça fait partie des enjeux majeurs. C'est déjà
sur la planche à dessin du RQAK, mais ça va être une lutte incessante, je dirais. Oui, d'où l'importance de se rappeler que c'est un réseau d'action communautaire, que ce n'est pas des groupes qui agissent tout seuls dans leur coin. Donc, cette solidarité-là est très importante pour se rappeler des objectifs communautaires qu'on a dans la société. Et c'est d'autant plus frustrant, Lorraine, quand on sait que quand on investit dans le communautaire, que quand on investit dans la culture, les retombées sont pour tout le monde. Tout le monde est tiré vers le haut quand on aide la culture, quand on aide les personnes en difficulté, quand on agit contre la précarité, quand on règle tous ces enjeux-là d'iniquité qui existent dans la société. Ce n'est pas seulement les personnes qui bénéficient directement de ces services-là qui vivent mieux, mais c'est vraiment l'ensemble de la société. J'ai une question qui va peut-être viser davantage Cédric, une question d'André Bilodeau qui demande comment on fait pour mieux travailler ensemble les Premières Nations et le communautaire? Merci André. Bonne question. Chargée, c'est certain. Comment on fait pour mieux travailler ensemble le communautaire et les Autochtones? La première des choses, c'est sûr que c'est l'inclusivité. S'assurer de créer des espaces sécurisants, des espaces où les Premières Nations, les Autochtones se sentent écoutés, mais aussi où ce qu'ils disent a un impact. Lorraine l'a mentionné tantôt avec l'approche des femmes féministes et les différentes inclusions qu'il y a eu avec le temps. Fait que là, c'est certain qu'il faut s'adapter et ouvrir aux différentes personnes et aux différents types de personnes pour s'assurer que leur voix ne soit pas juste écoutée, mais encore qu'elle fasse vraiment partie de la conversation. La deuxième des choses, c'est qu'il y a une historique des fois de programmes, d'activités, d'organisations qui viennent, qui prennent, et après ça, qui s'approprient les commentaires des Premières Nations et les visions. Ça, c'est non. Il faut vraiment s'assurer d'inclure dans tout le long du processus, que ce soit de la conceptualisation jusqu'à l'évaluation et la continuation du projet, les Premières Nations à tous les étapes. Donc ça, pour moi, c'est vraiment des plus grandes. Et encore, je prône beaucoup l'inclusion des jeunes au travers de ça, tout en prenant en compte qu'ils s'expriment parfois de façon différente. Ça serait la première des choses. La deuxième, c'est sûr que c'est l'éducation. Comprendre les différentes réalités propres aux Premières Nations, comprendre d'où ce qui viennent, les enjeux historiques, socio-géographiques et tous les autres. T'en as parlé tantôt, Manal, de l'aspect intergénérationnel. Donc, quand on crée des espaces sécurisants, on doit être conscient de tout ça pour pas recréer des systèmes et pas créer des enjeux ou des espaces qui vont être traumatisants pour des personnes qui en ont déjà vécu beaucoup. Alors, c'est ça, inclusivité et éducation de nos propres organisations pour s'assurer qu'on soit conscient des réalités et par la suite, quand on va vers les communautés, quand on va vers les individus qui viennent des Premières Nations, au moins l'approche va déjà être plus sécurisante et peut-être inciter la personne à participer activement au lieu de se sentir encore utilisé ou juste comme on parle souvent du token. Donc, s'assurer qu'on évite ça et qu'on inclut la personne comme un égal autour de la table. Des fois, qu'on fasse toute partie du grand cercle égal. Absolument. Puis on est aussi dans une... Oui, vas-y, Lorraine. Oui, ce que tu dis, Cédric, est vraiment super important. Moi, dans les enjeux pour les mouvements sociaux, j'avais vraiment mis la construction d'alliances de nation à nation entre le Québec et les Premières Nations sur une base d'égalité, évidemment, avec la reconnaissance des torts, etc., etc. Mais je vais vous donner une petite anecdote. Moi, quand j'étais coordonnatrice du regroupement des ressources alternatives en santé mentale, ça a été aussi au moment de la crise d'Oka. Et j'avais mis ce point-là à l'ordre du jour. Et là, mon conseil d'administration, qui était composé de personnes psychiatrisées, d'intervenants, etc., m'ont dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Ça n'a rien à voir avec la santé mentale. Alors là, on avait eu un débat assez houleux, n'est-ce pas? Et je m'étais rendu compte, mais ça a été extraordinaire parce que je m'étais rendu compte que, par exemple, les gens pouvaient être extrêmement progressistes sur toute la question de la psychiatrie, être anti-biopsychiatrie, système asilaire, etc., etc. Mais que sur la question autochtone, tout d'un coup, oups,
oups, ça passait pas, hein? Donc, il y a une sorte de schizophrénie, si je peux m'exprimer ainsi, entre nos convictions et nos principes, là. Et alors, on avait fait venir un autochtone, une personne autochtone, je me souviens plus laquelle, pour expliquer au conseil d'administration ce qui se passait exactement. Et ça avait été quand même très intéressant, cet échange-là, et je pense que ça nous avait aidé tout le monde à changer notre perspective. Alors moi, je pense que, par exemple, on nous a demandé que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des Autochtones, des peuples autochtones, soit adoptée par le plus grand nombre possible d'organisations. C'était un souhait que M. Picard, le chef du conseil, voyons, le chef Picard avait demandé à une de nos rencontres. Et moi, je pense que chaque groupe communautaire autonome devrait s'approprier cette déclaration-là, qui est le résultat d'un travail extraordinaire de tous les Autochtones du monde entier, de tous les pays, pas uniquement ceux du Québec ou du Canada, et avec la collaboration d'Autochtones, le comprendre, l'adopter et la mettre en pratique. Hein? Donc, il me semble que, parce qu'au Québec, si on veut être un pays, ceux qui le veulent, ça va être un pays avec 12 nations, et non pas une nation et 11 à côté, complètement. On habite le même territoire, alors il faut se le partager correctement. Donc, déjà, la Fédération des femmes du Québec a une déclaration faite avec Femmes autochtones du Québec. Donc, il y a plusieurs façons de bâtir ces alliances-là, si on veut, mais ce serait un enjeu, à mon avis, très important dans les années à venir, que tous les organismes communautaires du Québec aient des relations avec les Autochtones et appuient cette déclaration-là. Dans vos deux réponses, on retrouve le fait d'inclure et d'apprendre, donc inclure les premiers concernés, puis apprendre sur cette réalité-là pour être plus informé et donc prendre des décisions qui sont plus informées. Mais on est aussi à une époque où, il y a une émergence de plusieurs luttes, ce qui est une bonne chose. On entend parler, par exemple, de la lutte pour les droits des personnes trans, pour les droits des femmes, pour les droits des Autochtones, pour l'environnement, donc, toutes ces luttes-là émergent et trouvent une place, particulièrement grâce au web où il y a des communautés qui se créent et ces enjeux-là sont amenés sur la place publique et bénéficient d'une place de laquelle ils ne bénéficiaient pas il y a quelques années, et tant mieux. Mais la question, c'est comment on fait pour ramener justement la division de toutes ces luttes-là vers une lutte commune, parce qu'au final, elles sont toutes des sous-luttes de la lutte commune vers le progrès, vers plus d'équité, vers plus de justice. Comment on fait pour ne pas se perdre dans la division de ces luttes-là, puis se ramener vers un rêve commun, vers un projet commun de construire une société meilleure? Cédric? Je crois que ça part de ce que Lorraine a mentionné tantôt. C'est que c'est correct d'avoir plusieurs qui vont vers le même objectif et de comprendre que chaque organisme autonome soit important. Il y en a qui vont exister plus longtemps, il y en a qui vont renaître, disparaître et continuer. Mais dans le processus, c'est ça, si elle existe, à cause qu'il y avait un besoin qui en est sorti à quelque part. I Don't Know More, c'est un mouvement à cause qu'il y avait un besoin qui est sorti. Même chose avec le principe de Joyce, qui a été créé par la nation Atikamekw suite à la tragédie de Joyce Echaquan. Une réalité qui ne devrait pas exister dans un Québec en 2020, là, ça n'a aucun sens. Donc, si ça existe, c'est à cause qu'il y en avait de besoin. Et encore, c'est correct d'en avoir plusieurs. Si on se dit tout qu'on s'en va vers la même chose, oui, les budgets ne sont pas assez, mais des fois, il faut se baser sur d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'individus, et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que communauté, pour avancer, premièrement, encore avec le respect du principe des 7 générations. Je pense que c'est qu'il y a du bon qui peut en sortir. Si je peux me permettre, Nadal, est-ce que je peux répondre à cette question-là aussi? Absolument, oui, Lorraine. Oui, OK. Alors, je pense que c'est la question la plus difficile à l'heure actuelle.
Et je pense qu'il y a des ateliers qui vont traiter de politiser, comment politiser notre action communautaire autonome à, à attaque globale, résistance globale aussi. Mais comment organiser une résistance globale au néolibéralisme, à la privatisation, bon, etc. Là, on va y revenir ici sur les enjeux actuels. Ça, c'est difficile. À mon avis, c'est très difficile. Je pense pas qu'on ait réussi. On a réussi quelquefois, par exemple, la grève des étudiants en 2012, pour moi, a été un moment assez exceptionnel, rare, si on veut, dans notre histoire récente, parce que les étudiants, en mettant de l'avant le refus de l'augmentation des frais de scolarité et l'enjeu de la gratuité de la maternelle à l'université, a fait en sorte que leur lutte est devenue la lutte de tout le monde et la lutte de tout le monde est devenue celle des étudiants aussi. Alors moi, je me souviens, par exemple, on avait formé un groupe qui s'appelait Tête blanche, carré rouge. Il y a eu les mères en colère et solidaires, Tête blanche, carré rouge, où est-ce que c'est tous des vieux, il fallait absolument avoir les cheveux blancs ou la tête chauve pour participer à ce groupe-là. Et on a participé à toutes les luttes, toutes les manifestations de soir, de nuit, de jour, aux casseroles, à tout ce qu'on veut là, de cette lutte-là. Et à mon avis, ça a été là un moment magique où on a senti qu'on faisait société, on faisait mouvement ensemble, on portait les revendications des étudiants, mais pas uniquement. Beaucoup de groupes communautaires ont participé, ça a été des moments, encore une fois, extraordinaires. Et je pense qu'il va falloir en recréer des moments comme ça, même s'ils sont éphémères, entre guillemets, ils sont porteurs d'une résistance plus globale aux attaques dont on est l'objet à l'heure actuelle par les différents gouvernements. Je pense que les manifestations de 2012 nous ont rappelé justement qu'on était capable de se rassembler, capable de cette solidarité-là. Comme quand la marche du pain et des roses s'est réalisée, quand on est arrivé à Québec, après avoir marché là, pendant 10 jours de temps, 20 km par jour, etc., ben, il y avait 25 000 personnes là, puis on était accueillis dans tous les petits villages même, pas juste par des femmes, par tout le monde, par toutes sortes d'organisations. Donc, il y a des moments magiques un peu comme ça qui nous prouvent notre propre force collective aussi. Hein? Et Idle No More l'a réalisé aussi, à mon avis, à certains moments, au début là, du mouvement. Il y a eu des manifestations extraordinaires pour ça, puis sûrement que d'autres personnes pourraient mentionner d'autres il y a eu la marche pour le climat, qui a aussi beaucoup rassemblé, et on se souhaite que... Oui, Cédric. C'est un thème que j'allais mentionner à cause que j'ai eu l'opportunité de m'adresser à la foule lors de la marche du climat. Fait que un demi-million de personnes qui t'écoutent et qui crient et que tu vois qu'il y a une énergie. Littéralement, c'est toute énergie qu'on peut ressentir. Ça nous frappe. Physiquement, on le ressent. Oui. Et je crois que là, c'était une des plus belles affaires. On parle de 2012, mais encore, c'est ça. Donc, en 2019, quand on a eu la marche sur le climat, un demi-million de personnes qui se sont réunies pour dire on dit qu'on n'a pas d'argent pour régler les problèmes d'avis d'ébullition d'eau dans nos communautés autochtones, mais on vient d'acheter un pipeline à 4 milliards. Des fois, les paroles et les actions sont différentes. Fait que c'était une mobilisation. Encore, ce que moi j'ai adoré, c'est de voir nos jeunes Premières Nations en régalia avec la peinture de guerre et tout ça qui menait la bannière et qui menait un demi-million de personnes qui étaient réunies ensemble. Des têtes blanches, des jeunes, des moins jeunes. Et je pense que c'est ce genre d'action-là. Est-ce qu'il y a un impact direct le lendemain? Pas nécessairement. Mais est-ce que ça a inspiré la jeunesse qui s'en vient? Est-ce que ça a donné un message très clair au gouvernement que oui, on veut un changement et qu'on n'acceptera plus ce genre d'approche-là? Mais je pense que oui. Donc, ça peut être quelque chose
Ça nous sort du sentiment de résignation, puis c'est souvent ça, c'est qu'on est au courant que ça n'a aucun sens de financer un pipeline quand il y a des enjeux de besoins de base qui existent encore, mais la conscience de ces enjeux-là ne suffit pas des fois quand on se sent résigné, quand on a l'impression que notre parole ne sera pas entendue, qu'on n'a pas le pouvoir de changer les choses. Donc, c'est des moments comme ça, des moments rassembleurs qui nous rappellent qu'en nous mettant ensemble, notre voix peut porter assez pour occuper tous les médias et avoir l'attention du gouvernement et vraiment provoquer des changements. Je vais donc vous lancer une dernière question pour aujourd'hui. Si vous pouvez y répondre en une phrase ou deux, si on se permet de voir grand, quel est notre espoir pour les prochaines années? Qu'est-ce qu'on se souhaite, Lorraine? Écoutez, moi, en deux mots, ça va être difficile, Nadal, mais bon. Voyons, c'est ce que j'avais écrit ici, là. Si on se permet de voir grand. Moi, je dirais qu'il nous faut du pain et des roses, c'est-à-dire pas juste de quoi vivre, mais des raisons de vivre. Un sens individuel et collectif à nos vies. Alors ça, il me semble que il y a quelque chose là de très, très, très important. Pour moi aussi, la solidarité, ça s'apprend. Hein? C'est pas donné, on n'est pas génétiquement programmé pour la solidarité, mais elle s'apprend, elle se construit, elle se bâtit ensemble. Et finalement, je dirais, moi, peut-être parce que je suis dans ça aussi, premièrement, il faut aimer nos enfants. J'ai hâte de voir les résultats de la commission Laurent. Le sort qu'on fait à nos enfants me semble complètement inacceptable et je pense qu'ils font partie de nos vies et on doit grandir avec eux. Voilà. Merci beaucoup, Lorraine. Cédric, si on se permet de voir grand, qu'est-ce qu'on se souhaite? Qu'est-ce qui te donne de l'espoir? L'inclusivité. Un monde qui se base sur le bien-être de ses confrères, consoeurs, X, Y, Z, et qu'on puisse être ensemble. Qu'on vire la machine sur sa tête et qu'on dise on arrête l'aspect individuel, on se concentre sur le mieux-être de nos communautés, et on se concentre sur la collaboration entre les différents groupes, les différents peuples, parce qu'on veut tous aller vers la même chose et c'est encore laisser une plus belle place pour nos 7 prochaines générations. Merci beaucoup, Cédric. Merci, Lorraine. Merci à vous deux d'avoir été là aujourd'hui. Ça a vraiment été une discussion intéressante et enrichissante que j'aurais voulu poursuivre. Malheureusement, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, mais aussi beaucoup de militantisme pour les années à venir, beaucoup d'espoir, de solidarité, d'inclusion et d'éducation par rapport à tous ces enjeux-là. On se souhaite de pouvoir se retrouver, qui sait, peut-être dans la rue pour un autre grand mouvement. Une fois que ce sera permis, on va peut-être pouvoir avoir quelque chose de l'ampleur de la marche pour le climat qui a eu lieu il y a quelques années. Et puis voilà, merci beaucoup, puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Pour ce qui est de vous à la maison, merci beaucoup d'avoir été là. Vous avez été nombreux à participer dans les espaces de clavardage, à nous poser vos questions. Je n'ai pas pu communiquer toutes les questions tellement il y en avait, mais merci beaucoup de les avoir posées. Puis ça fera l'objet de d'autres discussions au cours du forum. N'oubliez pas de consulter le document de déclaration commune qui a aussi été partagé dans l'espace de clavardage. Donc, ça serait important de le consulter avant demain. Et puis, vous êtes inscrit pour vos ateliers à 13h. Donc, celui auquel vous êtes inscrit, n'oubliez pas d'y assister. Et ensuite, le réseautage à 15h. Il faut prendre rendez-vous donc dans le site web sous le réseautage. Et je vais terminer la journée avec un message spécial de 3 militantes féministes de Fracas Montréal qui nous ont réservé une vidéo, mais on ne sait pas c'est quoi. On s'est réservé la surprise, donc on vous montre ça à l'instant. Merci beaucoup. Elle s'appelle Idola Saint-Jean.
militante féministe et pionnière de la lutte pour le droit de vote des femmes. Elle s'appelle Léa Robach, militante féministe et syndicaliste pour la justice sociale. Elle s'appelle Madeleine Parent, militante féministe et syndicaliste pour la justice sociale. Elle s'appelle Simone Monet-Chartrand, militante féministe, syndicaliste et pacifiste. Vous connaissez peut-être bien les noms de ces femmes. Elles sont bien connues dans l'histoire du Québec. Mais connaissez-vous celle-ci? Elle s'appelle Elisabeth Bertoldi, Leslie Bush, Isabelle Dowler-Gow, Margaret Griffin, Clara Gucci, Billie Joe Miracle, Stanley Platenga et Pat Walsh. Ce sont des femmes issues du milieu artistique. En 1973, elles ont fondé la Central Gallery Powerhouse, un centre d'artistes autogéré voué à la diffusion et au développement des pratiques féministes pluridisciplinaires. Elle s'appelle Marie-Joseph Angélique. Femme noire et esclave, en avril 1734, elle est accusée d'avoir provoqué un important incendie à Montréal. Plaidant non coupable, son procès est injuste et pénible. Le 10 juin, elle est torturée et exécutée sur la place publique. Elle s'appelle Alanis Obansawin, cinéaste et militante autochtone de la nation Abénaki. Elle était conteuse et chanteuse avant de travailler dans le monde du cinéma à partir des années 60. Elle s'appelle Lourdéné Jean. Elle a fondé, en 2019, l'Environnement intersectionnel, une plateforme d'éducation populaire francophone qui vise à solidifier les liens entre la justice climatique et la justice sociale. Elle s'appelle Gabriela Quinte-Garbeau. Autrice et militante antiraciste, elle a fondé en 2017 la librairie Racine à Montréal-Nord, afin de mettre en valeur les œuvres d'auteurs et autrices racisées. Elle s'appelle Fleurette Osborne. Elle était militante de longue date pour les droits des femmes et des droits humains. Elle était entre autres la première présidente du Congrès des femmes noires du Canada. Elle est décédée en 2019. Elle s'appelle Joséphine Bacon, poète, réalisatrice et parolière innu originaire de Pissamit, elle est considérée comme une autrice phare du Québec. Elle enseigne l'innu depuis plus de 40 ans et donne de nombreux ateliers d'écriture et conférences dans les universités, les cégeps et dans plusieurs communautés autochtones. Elle s'appelle Rioa Chung, professeure au département de philosophie de l'Université de Montréal. Avec un groupe de collègues, elle a cofondé le réseau de perspectives féministes de l'Université de Montréal et a contribué à la création de la mineure en études féministes des genres et des sexualités. Allons-nous être en mesure de se rappeler des femmes qui marquent aujourd'hui et qui marqueront demain notre histoire? Serons-nous capables de les reconnaître lorsque nous les croiserons? Serons-nous en mesure de se rappeler d'elle?